Hello les amis, et ben voilà, là je vais direction la station F. Pour rencontrer Julien Ranker de chez Taylor NFT. Je suis vraiment en train de faire la promo de station F là, carrément. Je suis super ravi qu'il puisse me recevoir. Si Xavier Niel voit ce contenu, il faudra qu'il dise du bien de Taylor. Xavier, si tu nous regardes, j'espère que ça va donner une bonne interview et un beau petit reportage. Salut Julien. Salut Roca, tu vas bien? Bah oui, ça va et toi? Bah écoute, ça va, ravi de te recevoir. Bienvenue chez Station F. Là, on est dans la zone qui s'appelle Cher. Station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde. Il y a plus de 1000 start-up ici à Station F et nous, ça fait un peu plus d'un an qu'on a la chance de travailler ici, voilà, avec l'équipe Taylor. On y va? Allez, c'est parti. Go. On est arrivé en mars 2022, donc ça fait un tout petit peu plus d'un an. On faisait partie du programme d'incubation de la société Naver, qui est une société sud-coréenne dans l'entertainment. On a passé une année avec eux et là, vient d'intégrer le parcours d'incubation de Havas, une des plus grosses agences médias au monde. Et ensuite, on va passer dans l'autre zone, qui est la zone un petit peu plus fermée où seuls les startups ont accès. Alors on peut. C'est la zone VIP? Pas VIP, mais ce qu'on appelle la zone Create. Donc c'est la zone où on travaille, où on crée. Allez go. Donc c'est une zone un peu plus calme où on est censé travailler. C'est là où on a tous les programmes d'incubation en fait des différents corporates qui on va avoir. Donc là on voit Binance par exemple, l'école 42, Meta, LVMH. Donc tous les secteurs sont un petit peu représentés et donc chaque entreprise va prendre un espace ici et installer des startups pour pouvoir travailler sur des problématiques qui sont proches de leur business quoi. Ici ils revendiquent 1000 startups. Je pense qu'il y en a peut-être même un peu plus. C'est ce qui en fait le plus grand campus de startups au monde. Hein. Et c'est vrai que ça fait plus d'un an et j'ai pas très envie de partir. Alors j'ai envie qu'on grossisse et qu'on devienne trop gros pour Station F. Parce que du coup, c'est quoi? C'est un bail d'une certaine durée? Chaque programme d'incubation, en fait, tu signes une sorte de bail avec le programme qui te dit, bah voilà, tu peux rester 6 mois, 9 mois, 1 an. Là, on est là, a priori, entre 6 et 9 mois chez Havas. Deuxième plateau. Donc là, c'est le plateau de l'incubateur Havas. Et donc là, c'est l'équipe Taylor, pas uniquement masculine. On a Narges qui représente l'agence féminine, mais il y a quand même beaucoup de gars chez Taylor. Je vais vous présenter un petit peu l'équipe. On va commencer par Narges et Audreyne, donc qui sont des chefs de projet chez nous et qui aujourd'hui accompagnent nos clients en fait, qui utilisent la plateforme. Donc ça va aller de la formation à des conseils sur la partie gamification, sur les collections NFT et de l'accompagnement au quotidien, du support sur la plateforme. Alors moi c'est Narges, je suis chef de projet chez Taylor, donc je suis là en accompagnement de nos clients pour les accompagner dans les logiques d'engagement de leur communauté et de création de collections. Et là par exemple actuellement avec Audreyne et avec Guillaume qui s'est absenté un petit peu, on cherche une nouvelle logique de gamification pour notre client CGR. Et voilà, donc on creuse un peu pour trouver des nouveaux petits jeux à proposer pour engager les fans toutes les semaines. Nous, on est là pour les accompagner, donc leur proposer des logiques d'engagement, de collection. Voilà, au quotidien, être un support pour eux sur Taylor. On travaille autant avec nos clients qu'avec la communauté directement aussi. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on est en contact avec les deux aspects. Travailler avec l'entreprise pour engager sa communauté, mais aussi directement avec la communauté, c'est ce qui fait aussi nous apprendre beaucoup, quoi. À côté d'eux, vous avez Guillaume, qui est un des 3 associés de Taylor. Guillaume, il s'occupe vraiment de la partie produit, donc c'est lui qui gère la roadmap et qui gère la priorisation des tâches des développeurs pour savoir qu'est-ce qu'on va faire en priorité. À côté, vous avez Antoine et Loris, qui gèrent toute la partie design UX UI, donc c'est eux qui gèrent toute la partie visible du produit. Donc c'est Antoine qui est en charge chez nous de toute la partie UX de la plateforme. Moi c'est Antoine, je suis product designer chez Taylor. J'étais le premier employé Taylor, donc j'ai commencé l'aventure très tôt. Mon rôle ça consiste à créer une plateforme qui est la plus utilisable possible. Donc on a un enjeu hyper fort chez Taylor, c'est qu'on est à la croisée des chemins, on veut faire une plateforme qui est plutôt à destination du grand public ou des personnes qui ne sont pas forcément des experts du Web3, mais aussi pour des experts du Web3. On va avoir cet enjeu justement de faire coïncider un peu les besoins des deux parties et d'apporter beaucoup de facilité d'utilisation, de faire une expérience qui soit assez fluide, d'avoir des interfaces qui font appel à des concepts Web 2 mais qui les projettent vers le Web 3. Donc il y a un peu ces synergies que je dois mettre en place pour tout simplement avoir un produit qui fonctionne bien et qui permet d'atteindre rapidement ses objectifs. Et Audreyne, lui, il est spécifique sur la partie 3D parce qu'on produit quelques assets 3D à la fois pour nous et pour certains de nos clients. Et ensuite, là-bas, vous avez le pôle vraiment tech avec Vincent qui est au fond à droite, qui est le gars concentré avec son casque. Lui est CTO de Taylor.
et il est entouré donc d'une équipe tech. Avec à sa gauche, on a Thomas qui gère vraiment la partie blockchain. Donc c'est lui qui développe les smart contracts, notre technologie de wallet et toute la partie Web3 en gros du projet. Et en face, il y a les développeurs front et back voilà, qui gèrent le reste de la plateforme qui va être plus du dev classique Web2. Eh bien, enchanté Julien. Les Roca. Présente-nous un petit peu ton parcours perso avant d'être rentré chez Taylor, enfin d'avoir fondé Taylor NFT. Moi, déjà j'ai 40 ans, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille. J'ai fait une école de commerce à Toulouse et puis ensuite je suis arrivé à Paris pour mon premier job. Donc, j'ai commencé à travailler en cabinet financier pendant quelques années. Ensuite je suis rentré dans les médias où j'ai intégré la régie publicitaire de Bolloré Média. Ensuite j'ai intégré Canal+, où j'ai passé quelques années. Ensuite j'ai eu une petite parenthèse artistique où j'ai été comédien pendant 2-3 ans, comédien de théâtre. Et ensuite je suis rentré dans l'univers de la tech en tant que commercial. Voilà, j'en avais marre de côté finance et je voulais expérimenter l'aspect commercial des choses et je suis rentré dans une start-up dans un secteur qui a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, qui était dans la mobilité et c'est là où j'ai rencontré mes deux associés Vincent et Guillaume on était tous les trois les premiers employés de cette start-up qui s'appelait Youso, qui a ensuite été racheté par un grand groupe, Caro était une autre start-up qui nous avait absorbé et qui ensuite a été racheté par le groupe Renault-Nissan pour développer une solution SaaS en marque blanche de gestion de flotte de véhicules dernier kilomètre, donc une tech assez lourde et c'est pour ça que j'ai la chance de travailler avec Vincent et Guillaume qui sont deux experts de la tech SaaS marque blanche assez complexe et qui nous permettent aujourd'hui de développer un produit aussi hyper complet et assez robuste. On a passé 6 ans à travailler ensemble dans cette startup. On avait des passions communes autour de la musique, du sport, du jeu vidéo et moi j'avais cette volonté de travailler dans le secteur du divertissement qui est quand même à la base ma passion et je leur ai proposé de partir sur une expérience autour de la fan experience et on a eu l'idée de Taylor en fin 2021, début d'année 2022. La genèse de Taylor, ça a été vraiment une réflexion autour de la fan expérience, de l'expérience digitale des fans. On va dire que le point d'entrée, au départ, ça a été la billetterie, où vraiment on trouvait que c'était un secteur un petit peu manqué d'innovation, où l'expérience du billet, d'achat de billets n'était pas forcément top, que ce soit sur les plateformes web ou les applications mobiles qui n'existaient pas forcément en plus à l'époque, même si depuis il y a des boîtes de billetterie qui ont lancé des offres 100% mobiles, mais voilà, on réfléchissait à ça, on a commencé à réfléchir autour de certains concepts et fin d'année 2021, on a découvert comme le grand public la technologie NFT. On a commencé à s'y intéresser vraiment en tant qu'entrepreneur de la tech. On a essayé d'essayer d'aller voir au-delà de l'aspect spéculatif, de la bulle qu'il pouvait y avoir et de la hype qu'il pouvait y avoir autour de certaines collections NFT. On a vraiment essayé de creuser cette technologie et on a découvert toute cette notion de propriété digitale, ce qu'impliquait le Web3 en termes de propriété digitale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour des communautés de fans. Et dans le secteur du divertissement, on voulait apporter une solution, une plateforme qui allait permettre de déployer des stratégies d'engagement de communauté pour ces acteurs du divertissement et en utilisant la technologie NFT. Et en fait, je te posais la question pour ce qui existe déjà pour tout ce qui est billetterie. Donc, moi, je pense à Eventbrite, il y a d'autres plateformes et solutions qui sont proposées. Toi, t'en penses quoi ? Alors, moi, au niveau de la billetterie, je trouve qu'aujourd'hui, il y a pas mal de problématiques qui ne sont pas forcément adressées autour de la fraude, du second marché. C'est sûr que je pense que la technologie NFT à terme sera une solution pour ces problématiques-là. Je suis persuadé que les acteurs de la billetterie actuels, que sont les gros Ticketmaster, tout ça, et déjà ils le font, ils commencent à proposer des choses token gatées, ils commencent à faire rentrer cette technologie-là. Je pense en revanche que si tu veux éradiquer la fraude sur la billetterie, il faut que 100% de ta billetterie adopte cette technologie-là. Il faut que 100% des personnes qui viennent sur ton lieu de spectacle ou dans ton stade utilise ta technologie pour que tu sécurises 100% tes billets. Si tu sécurises 5%, en gros, ça sert pas à grand chose, ou 10%, ça sert pas à grand chose. Et donc après, on a un sujet d'adoption de technologie auprès du grand public. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la billetterie, il y a déjà une problématique d'adoption du billet mobile, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que les gens rentrent grâce à leur device avec un QR code dynamique, des solutions qui existent déjà auprès de certains fournisseurs de solutions de billetterie et qui ont du mal à être adoptées parce que tu as toujours une partie de la population qui veut avoir son billet papier, qui veut acheter son billet en point de vente. Et donc, il y a une vraie difficulté à faire en sorte que 100% du grand public, quand ils viennent à un événement, ait une technologie sécurisée. Et déjà, sur la technologie mobile, on a du mal à atteindre ces 100% d'adoption. Donc, avant qu'on arrive à 100% d'adoption de billets Web3, NFT avec des wallets derrière,
auprès du grand public. Il y a vraiment du chemin à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Et nous, c'est notre vision. On imagine que Taylor sera un acteur qui demain pourra remplir des stades grâce à une technologie NFT. Nous, on pense peut-être vraiment une bonne stratégie, c'est d'axer vraiment cette technologie autour de l'engagement de fans, autour de la fidélisation. Et ça, c'est possible d'aller essayer de cibler le cœur de la fanbase d'un artiste et utiliser cette technologie pour faire du billet de concert plus qu'un billet, d'en faire une carte de membre. Et ça, aujourd'hui, c'est notre stratégie chez Taylor, en fait, c'est de développer une plateforme qui va permettre à des ayants droit, à des artistes, des organisateurs d'événements, des organisations sportives, d'utiliser le NFT comme un outil de gestion de communauté. Changer ce lien qu'il peut y avoir aujourd'hui de followers où tu suis un artiste par exemple sur les réseaux sociaux, mais tu n'es quelque part pas actif, tu es un peu passif, tu reçois du contenu uniquement et tu le consommes. On voit aussi toutes les problématiques de coûts d'acquisition sur ces plateformes, Instagram, des coûts qui explosent. Il y a vraiment un enjeu de fidélisation plutôt que d'acquisition et on pense que le NFT est un super outil pour ça. Justement, tu parlais des différents partenaires qui existent. Vous, chez Taylor NFT, vous avez eu quel partenaire? Nous, on a commencé à commercialiser notre plateforme en juillet 2022 avec notre premier partenaire qui était l'Olympia. Puis on a lancé un programme de membres, une collection de cartes de membres de l'Olympia, donc une collection qui s'appelait The OGs, où les personnes pouvaient adhérer au programme de membres, acheter une carte de membre avec un système gamifié qui allait faire que ta carte était révélée de manière aléatoire avec des privilèges potentiellement à vie, ce genre de choses. Ça a été notre premier partenaire et puis ensuite on a décliné l'offre avec d'autres salles de spectacle. C'est vrai qu'aujourd'hui les salles de spectacle c'est des partenaires qui ont des vraies problématiques justement de création de communauté et d'engagement, parce que souvent tu vas dans une salle parce que ton artiste vient dans cette salle mais pas forcément parce que c'est la salle en question, et c'est ça qu'on essaie de créer de la fidélisation, de la fidélité autour de ces lieux. On a travaillé avec la Cigale à Paris, le Bataclan, ensuite on a travaillé avec les cinémas CGR, ensuite on a commencé à travailler dans le sport avec le Rugby Club de Toulon qui utilise notre plateforme pour fidéliser ses fans, et on a travaillé aussi avec le Tour de France. Donc on essaye de diversifier au maximum les différents partenaires qu'on a, et là on est en train de conclure des accords avec des labels de musique, des majors, pour travailler avec les artistes directement et faire en sorte que les artistes, au-delà de leur communauté qu'ils vont avoir sur un Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, puissent avoir un fan club avec des personnes qui détiennent une carte de membre de la communauté d'un Orelsan ou de n'importe quel artiste. Bien sûr, c'est super intéressant, et puis c'est vrai que quand on se rend dans les salles de spectacle, effectivement c'est pour voir tel ou tel artiste. Le fait d'avoir une carte de membre à vie, entre guillemets, qui nous permet d'aller, je sais pas, une fois par mois, une fois par an, peu importe, voilà. Donc forcément c'est gagnant-gagnant, parce que nous ça nous permet de découvrir d'autres choses, et puis la salle permet de fidéliser de la clientèle tout simplement, quoi. Ouais, c'est vraiment un des enjeux qu'on a avec cette typologie de partenaires, même si on en a d'autres, mais cette typologie de partenaires, le but c'est effectivement de donner envie aux fans qui aient la volonté d'aller voir ce qui se passe dans la salle de manière plus régulière, plutôt que suivre l'actualité d'un artiste. J'ai des privilèges dans cette salle, potentiellement je peux aussi y aller pour découvrir des artistes, je peux aussi y aller parce que j'ai une offre qui est plus intéressante que le commun des mortels, si j'ose dire, et voilà. C'est un peu privilégié, quoi. Ouais, mais en fait c'est ça, il y a un côté un peu exclusif, un peu privilégié, c'est tout l'intérêt de ce type de programme, c'est de rétribuer, de récompenser les gens en fonction de leur fidélité et en fonction de leur engagement. Chez Taylor, on essaie juste de réinventer les programmes de fidélité par la propriété digitale, par le fait de détenir des cartes de membres digitales uniques certifiées sur une blockchain, et puis aussi par d'autres mécanismes, dont on n'a pas encore parlé, mais par exemple la gamification, où on va inciter les fans à aller réaliser des actions en ligne, partager des contenus de l'artiste, de la salle, prêcher la bonne parole un peu, devenir le porte-voix de la communauté, et en échange de ça, avoir des privilèges supplémentaires au sein de la communauté, justement. Et du coup, tu nous as parlé de plein de projets, mais pour toi, quel a été le projet le plus intéressant d'un point de vue technique, mais aussi tout ce qui est développement autour? Alors aujourd'hui, on a un projet, alors c'est aussi parce qu'on évolue avec le temps et avec les différents partenaires qui utilisent notre plateforme. Là, en ce moment, on a un nouveau partenaire qui utilise la plateforme, c'est le Grand Rex, donc, la salle de cinéma à Paris. Au fur et à mesure qu'on a fait évoluer la plateforme, on met en place des mécanismes qu'on teste avec nos clients et qu'ensuite on essaye de répliquer avec les autres partenaires qui peuvent arriver. Et là, avec le Grand Rex, par exemple, on a mis en place un nouveau programme de fidélité qui va avoir lieu en 6 étapes, avec 6 ventes de NFT.
et on a mis en place c'est aussi une sorte de trading card game. Donc en fait, il y aura tous les mois une vente d'une carte. Ces cartes sont l'effet de 6 personnages. Les personnages font partie d'une confrérie qui s'appelle les cueilleurs d'images, donc ils sont vraiment en lien avec l'univers cinématographique. Il y a eu la première vente qui a fait sold out il y a 15 jours où tu pouvais acheter la carte velours, donc le personnage s'appelle velours. Le mois prochain, tu auras Camérobot et puis ensuite il y en aura un autre, voilà, pendant 6 mois. Et chaque carte que tu achètes tous les mois va te donner des avantages ponctuels, donc consommables dans la salle. Tu vas gagner des places de cinéma, des accès à des avant-premières, des soirées VIP, des choses comme ça. Mais à la fin des 6 mois, si tu as les 6 cartes, tu vas pouvoir, et ça c'est un mécanisme qu'on a mis en place sur la plateforme, un peu gamifié, où tu vas fusionner tes NFT, et là tu vas obtenir une carte de membre à vie, avec des avantages à vie, au Grand Rex. Donc là, il y a des personnes qui vont avoir accès, voilà, c'est pas 4 avant-premières, tapis rouge par an, toute leur vie au Grand Rex. Donc faut imaginer que, voilà, quand tu auras Fast and Furious 28 qui sortira en 2040, et ben tu pourras venir avec les gamins faire l'avant-première avec Vin Diesel, tu auras que 60 heures de balai. Pot de popcorn pour toute la famille à vie, quoi. Ouais, exactement. Mais bon, tu vois, et c'est tout l'enjeu que nous qu'on essaie de relever, c'est de rétribuer les fans en fonction de leur engagement. Donc là, par exemple, c'est assez engageant. Il faut que les fans achètent des cartes pendant 6 mois pour obtenir enfin leur carte de membre à la fin. Et justement, ces cartes, donc ça a été sold out, mais elles sont, je suppose, disponibles sur un marché secondaire, sur une sorte de marketplace comme OpenSea ou... Elles peuvent être sur OpenSea, mais elles peuvent aussi être sur notre marketplace. Donc en fait, alors chez Taylor, on a un fort ADN tech. Clairement, comme tu as pu le voir, une grosse partie de l'équipe qui dédié au développement du produit. On développe avant tout un produit chez Taylor, et ce produit il fait beaucoup de choses. C'est aussi notre stratégie, c'est d'offrir à nos partenaires un produit qui va leur permettre de faire beaucoup de choses, mais qui reste ouvert. Tu vas pouvoir créer ta collection NFT, tu vas pouvoir faire jouer tes fans à des systèmes de quêtes pour prouver leur engagement. Et ensuite, et les fans vont pouvoir aussi éventuellement s'échanger les NFT entre eux sur la plateforme, mais aussi sur une autre plateforme. Ils peuvent transférer leur NFT via leur wallet et aller sur un OpenSea et acheter, revendre leur NFT. Mais on a aussi notre marketplace, tout simplement. Donc voilà, on est une sorte de mini OpenSea sur notre plateforme. Mais j'ai envie de dire, un OpenSea un peu plus grand public, où tu peux payer avec ta carte bancaire, où tu n'as pas besoin de créer ton wallet, on te le crée nous-mêmes. Enfin voilà, tout est fait. Ça, c'est une des approches aussi de Taylor, c'est vraiment essayer d'aller toucher le plus de monde possible, et donc d'avoir une approche transparente de la technologie pour l'utilisaire. Il se rend pas compte. Tu dis que OpenSea est plus accessible. Non, c'est votre plateforme. Non, notre plateforme, et je pense, très modestement, on se compare absolument pas à OpenSea en termes de volume ou d'envergure, mais en termes d'expérience utilisateur, on a vraiment essayé de faire quelque chose qui soit tourné vers le grand public. Tu arrives, tu te crées un compte avec ton Google Connect ou une adresse mail. Tu peux aussi venir avec ton MetaMask si tu veux, les deux sont possibles. On s'adresse vraiment à tout le monde, les gens qui sont crypto-éduqués et les gens qui le sont pas. Peu le plus, peu le moins. C'est exactement ça. Mais voilà, on a aussi notre marketplace sur laquelle tu vas pouvoir échanger tes NFT. Parle-nous un petit peu de ton parcours en tant qu'entrepreneur, au niveau de la création de la startup, un petit peu from scratch, et quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer? C'est vrai que nous, ce qui nous a pas mal aidé, c'est qu'avec Vincent et Guillaume, déjà, on se connaît super bien, on a beaucoup travaillé ensemble dans la précédente startup. En plus, on est arrivé très tôt dans la startup précédente, on était parmi les premiers employés. Donc on a été témoin de la naissance d'une startup, et malgré tout, quand tu es là au début, tu vois comment les choses se passent, on a pu apprendre à leur côté. Donc ça a été une grande aide. On n'a pas eu de difficulté à la création d'entreprise, on a fantasmes autour de ça en France, sur le fait que créer une entreprise c'est compliqué et tout, je suis pas persuadé. On va dire qu'aujourd'hui, nous on se rend compte qu'en grossissant, tu vois, vraiment, on est 11 personnes maintenant dans la boîte, il y a les vraies problématiques quand il faut commencer à structurer, à processer, à grossir, et là tu te rends compte que effectivement c'est beau, c'est pas pareil d'avoir vu faire et de devoir le faire toi-même, et de prendre tes décisions et de faire des choix en termes de RH, de recrutement. Est-ce qu'on recrute tel profil. Par exemple, voilà, le recrutement, c'est un vrai sujet qui est compliqué, je trouve. C'est presque le plus gros challenge d'une boîte. Ouais, justement, c'est la prochaine question, donc c'est une super transition. Maintenant, on voit de plus en plus de monde qui est attiré par le milieu de la blockchain et du Web3, qui veulent bosser dans ce milieu-là. Et on voit aussi que les méthodes de recrutement ont tendance à évoluer. C'est-à-dire qu'on se base moins sur... Avant, il fallait un CV de ouf, avoir fait X années d'études, sinon on ne regardait même pas le CV. Et j'ai l'impression que maintenant, on regarde plus les gens qui sont plus, peut-être même parfois autodidactes, et qui arrivent sans forcément avoir fait des grandes études, mais qui ont déjà mis les mains dans le cambouis et qui ont déjà pas mal d'expérience. Toi, tu penses quoi quand tu veux recruter quelqu'un? Tu te bases sur quoi? Les deux.
En vrai, les deux, hein, je vais être tout à fait transparent. Je pense que malgré tout, en France, on a un système d'éducation qui fait que les gens qui ont des grands diplômes, en général, ont quand même la tête bien faite. Quelque part, ça facilite les choses. Après, le but, c'est de rester hyper ouvert. Moi, je le vois, j'ai pas fait une super école de commerce, donc je suis hyper sensible au fait de pas justement me restreindre. C'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un qui sait faire qui sait travailler, qui a des bonnes idées. Donc, on essaye de bien arbitrer. Après, il y a le fit humain qui est hyper important. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'élitisme dans certaines startups, mais c'est aussi parce que là, quand tu peux te le permettre, ça fait gagner du temps de te dire allez, je vais aller chercher les top diplômes et quelque part, mon pourcentage de chance de me tromper est plus faible. Évidemment que c'est un critère, mais c'est pas le seul. Et un juste milieu à trouver. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme tout en fait. Je pense que c'est un équilibre. Et moi, quand quelqu'un vient me voir, c'est absolument pas le diplôme qui a compté, c'était la motivation, l'expérience. Même quand t'es jeune diplômé, tu peux avoir fait des projets à côté et avoir prouvé que t'étais motivé et que surtout que t'étais autonome. Et donc ça, on essaye de le prendre en considération tout simplement, quoi. L'expérience, ça c'est un truc. Je sais que moi d'ailleurs, je l'ai regretté plus jeune. Quand j'étais étudiant, j'étais pas assez entrepreneur, j'étais pas assez entreprenant. Aujourd'hui, je vois des jeunes, qui ont bien monté des boîtes alors qu'ils sortent à peine du lycée, ce genre de choses. Ça, c'est le meilleur des diplômes, c'est évident. Faire, en fait, c'est le meilleur des diplômes. Faire, rater, tomber, Ouais, se relever, c'est la meilleure école. Exactement. Donc, tu peux avoir des gens très brillants et qui sont dans l'action, et puis après, tu peux avoir des gens qui ont le cerveau et qui, une fois qu'ils vont être dans l'action, vont être très bons aussi parce que ils ont la tête bien faite. Écoute, je te remercie de m'avoir accordé ce temps pour la visite et l'entretien. C'est super cool de ta part. Avec grand Et plaisir. je te souhaite une bonne continuation dans tous les projets à venir. Merci beaucoup, Roca. Merci beaucoup, Julien. Alors, Roca, c'était hyper cool, mais là, faut vraiment que j'aille bosser. Allez, ciao.